Nicolas Vidal. Chers amis, vous êtes toujours sur la matinale Tocsin ce vendredi matin et je vous remercie pour cette dernière de la saison, format matinal bien entendu. Et ce matin, pour décrypter cette actualité un peu folle, j'ai appelé l'amie Béatrice Rosen pour qu'on discute ensemble et qu'elle nous donne bien entendu son point de vue sur la situation. Béatrice, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci de me recevoir Nicolas et bravo pour toute cette saison, vous avez cartonné et c'est grâce à Clémence, grâce à toi et toute l'équipe de Tocsin, donc bravo à vous. Merci beaucoup, Béatrice. Et toi aussi, tu es venue, donc tu as contribué aussi à la notoriété de la matinale. On est très contents, bien entendu. Et ce matin, je t'ai appelé pour qu'on fasse un peu, que tu nous fasses, toi, ton débrief de ce qui se passe. Tu suis l'actualité politique. On te connaît aujourd'hui, Béatrice. Tu es très engagée. Tu es sortie du bois. Il y a finalement depuis le Covid, véritablement. Tu es vraiment sortie du bois. Là, pour le coup, tu es une artiste qui s'est mise en danger. Là, pour le coup, au sens littéral du terme. On en a déjà parlé 1000 fois. Donc, allez voir les vidéos, les multiples vidéos de Béatrice. Tu as monté une chaîne aussi, on en parle un peu, tu nous en dis deux mots avant qu'on commence ? Alors, j'ai commencé un podcast qui marche bien. J'ai des super invités. On a déjà fait 12 épisodes. Là, c'est en pause pour l'été. Et puis, j'ai monté une chaîne YouTube. Voilà, vous me trouvez sur ma chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, chers amis, allez voir le travail de Béatrice cet été, comme ça, vous calez au bord de la piscine. Pour ceux qui ont une piscine, je sais que c'est vous, du moins, quand vous partirez en vacances ou même chez vous, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Béatrice. Béatrice, ce matin, la situation politique, elle est de plus en plus compliquée, ingouvernable. On a l'impression qu'on a quand même volé l'élection à des millions de Français, littéralement, et on voit la petite tambouille. Là, c'est plus la tambouille politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Top Chef. Là, c'est Top Chef. Tout le monde essaie de tirer à soi à la couverture, sans se rendre compte finalement que la France est en train de crever. Il faut le dire, il faut le dire. Moi, je le pense en tout cas. Voilà. Oui, plus personne ne pense à l'intérêt général. Alors, ce qu'on constate quand on regarde les infos, qu'on écoute la radio, c'est que chaque parti revendique avoir gagné. Et puis, à l'opposé, il y a le camp Emmanuel Macron qui dit que personne n'aurait gagné. Donc, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a fait cette dissolution. Pour moi, mon analyse, c'est que c'est Emmanuel Macron qui gagne. Parce que quand on regarde la finalité du plan qui, je pense, est une fédéralisation de l'Union européenne et donc un transfert total de souveraineté de la France vers l'Union européenne, je pense que ça suit son plan. Donc, pour moi, au final, il n'a pas gagné numériquement, même si les prédictions lui donnaient beaucoup moins de députés que ce qu'il n'a eu, puisque le Bloc central a quand même 163 députés, ce qui est choquant. Moi, j'étais très, très étonnée, puisqu'au premier tour, tout le monde avait l'air d'en avoir fini avec la Macronie, avec lui. Donc, c'était quand même, il a réussi cette culbute grâce au castor de tous les côtés. Et donc, pour moi, et en plus, il a doublé les sièges du PS qui, traditionnellement, depuis 7 ans, finissent toujours par s'allier avec lui et trahir la gauche plus à gauche. Donc, pour moi, c'est lui qui a clairement gagné parce que là, maintenant, il fait languir tout le monde avec son annonce du prochain Premier ministre. Il est parti aux États-Unis. Après moi, le déluge comme d'habitude. Il s'en lave les mains. Donc, voilà, pour moi, c'est lui le gagnant de cette histoire. C'est le président Club Med. Macron, dès qu'il y a un problème grave dans ce pays, il se casse. Alors, il faut se rappeler qu'il était pendant les Gilets jaunes, pendant les gros actes des Gilets jaunes en décembre 2017 et début 2018, il était en Argentine. Il est revenu le matin, avenue de la Grande Armée, je me rappelle, pour constater les dégâts. Et là, le voici. Il a pris rendez-vous pour aller faire goûter Papy Joe à l'EHPAD des Camélias à Washington. C'est vrai que c'est. Bon, voilà. Et en plus, il écrit une lettre, cette fameuse lettre. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait fait une espèce de photo, une opération photo au ski sur un télésiège avec Brigitte pendant aussi les Gilets jaunes. Donc, voilà, c'est à chaque fois, il nous fait toujours le coup. On commence à avoir l'habitude et j'aime bien ton ton, Nicolas. Vraiment, je voudrais te rendre hommage parce que tu as toujours un ton, tu parles de choses très sérieuses et très graves parce que là, il s'agit vraiment de la survie du pays, je pense, on en est là. Et tu as toujours un ton quand même avec de l'humour et il vaut mieux en rire, quoi, parce que sinon, on devient fou. Donc, merci beaucoup, en tout cas, chère Béatrice, là-dessus. Mais ce matin, c'est toi qui étais à l'honneur dans le Tocsin et je te remercie une nouvelle fois d'être avec nous pour cette situation. La lettre d'Emmanuel Macron, j'imagine que tu l'as lue. Cette lettre, j'ai bien foutu le bordel. Bien comme il faut. Et maintenant, vous vous démerdez. Quand vous serez arrivé à gérer une majorité solide, j'en appelle aux forces républicaines.
je sais pas. On arrive à des niveaux avec ce gars qui dépassent l'entendement, véritablement. Alors, 3 choses. Premièrement, dans la forme. Si tu veux, il aurait pu très bien faire un communiqué de presse. Il a décidé de faire une lettre aux Français qui, de toute façon, est publiée de la même façon. Donc, je me demande combien a coûté cette idée à McKinsey ou autre cabinet de conseil. Parce que c'est toujours dans l'emballage, en fait. C'est toujours la communication. Donc là, c'est une lettre solennelle aux Français. Ensuite, on remarque rien n'est de sa faute. C'est-à-dire qu'il dit qu'il retourne même la situation. C'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça qu'il vaut mieux en rire parce qu'à ce stade, c'est carrément incroyable. Rien n'est de sa faute, comme si ce n'était pas lui qui avait décidé de cette dissolution, qui avait foutu un bazar depuis 7 ans par sa politique. Premièrement, et ensuite par cette décision de dissoudre l'Assemblée juste après pour diluer en fait le résultat des européennes, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait ça fait qu'un mois qu'on avait voté pour les européennes. On a l'impression parce qu'il s'est passé tellement de choses. Donc c'est pas de sa faute, rien n'est de sa faute. Et en plus il retourne le problème en disant je me porte garant d'appliquer ce pourquoi vous avez voté, tout en faisant exactement le contraire, puisqu'il a refusé la démission de Gabriel Attal et que finalement, il a fallu que tout change pour que rien ne change et qu'on ait un parti unique au pouvoir. Donc, c'est magnifique. Et troisième chose, il avait dit, quand il a été élu, qu'il serait un président qui économiserait sa parole. Enfin, il faut se rappeler quand même par tous les stades par lesquels on est passé. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas une journée quasiment sans qu'il communique par lettre, par mail, par conférence de presse, par interview, enfin, c'est par podcast. C'est magnifique. Mais, de toute façon, le jour où il a accordé une interview à Picsou Magazine, je te dis que manifestement, il y avait un projet là, il y avait un véritable projet caché. Pif Gadget, pardon au contraire de Picsou Magazine, mais c'était Pif Gadget, à rendre hommage à ceux qui ont laissé la parole aux sales gosses de l'Élysée. Mais véritablement, moi, ce qui me gêne, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est aussi le retour de tous les classiques là, les Raffarins, les Copé, les Laurent Wauquiez, d'ailleurs, Laurent Wauquiez a quand même 2-3 affaires en cours. Tout ça, ces gens-là qui reviennent sur le devant de la scène pour essayer de reprendre l'élection de François Hollande comme député. Dominique Voynet, également, qui a été élu député. Donc, on voit que finalement, la vieille politique de la tambouille version Top Chef, ces gens reviennent à la gamelle. C'est du moins mon analyse. Peut-être que tu ne la partages pas, mais moi, je suis choqué et effrayé par ça, en fait. Alors, je vais te dire, moi, en tant qu'actrice, tu sais, le deuxième tour m'a fait penser il y a toujours l'épisode final de la saison dans une série où tous les guest stars de la saison, où tout le monde revient en fait et ça fait un festival où tu trouves un petit rôle pour chacun pour revenir et rendre hommage à la saison. Et ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait rigoler parce qu'on a eu tout le monde. On a eu Strauss-Kahn, on a eu Strauss-Kahn aussi. C'est magnifique. Donc, on a Hollande qui est revenu, Valls, à chaque fois, Valls, Estrosi, Bayrou qui sort du bois, il est tranquillement planqué sur les deniers publics pendant toute l'année. Parce qu'il est haut commissaire au plan. Hein. Il faut toujours rappeler à nos téléspectateurs, chers amis, François Bayrou est haut commissaire au plan. Donc, moi, je demande la question, ça fait 20 fois, où est le plan ? Où est le plan, François Bayrou? Dans sa maison, peut-être, je ne sais pas, sur nos deniers. En tout cas, moi, c'est depuis ma naissance que je vois, donc toi aussi certainement, je vois les mêmes personnes en boucle, en circuit fermé, en fait, alors qu'on est quand même 68 millions dans le pays, donc on se demande pourquoi ils sont toujours en vase clos, et les mêmes reviennent à chaque remaniement, à chaque espoir de gratter un poste, un Marocain, on les voit tous sortir et faire la tournée des grands-ducs de tous les médias mainstream, et donc c'est absolument incroyable. On comprend vraiment que c'est une course à la gamelle, que personne n'est là pour l'intérêt général. Et c'est ça le plus triste, c'est qu'à chaque tour de piste, en fait, le pays a sombré de plus en plus et continue à sombrer. Et eux ne s'inquiètent que de leur poste, qui aura le perchoir, qui sera caissière, non mais c'est effrayant en fait. On est prisonniers. Ils nous ont vraiment fait un braquage des institutions du pays et on a l'impression qu'on n'arrive pas à en sortir, quoi. C'est terrifiant.
Oui, parce que c'est une vraie question de fond pour le coup. C'est ce braque. Je suis assez d'accord avec ton expression, un braquage démocratique du pays, parce qu'on a quand même l'impression, effectivement, que quel que soit le vote des gens, finalement, c'est toujours les mêmes qui vont revenir à la gamelle et qui vont continuer finalement à se servir, nourris, logés, blanchis par les deniers républicains de la République de notre pays. Euh, on a l'impression de ne plus avoir d'issue démocratique. J'ai quand même Non, je l'impression. pense qu'on est arrivé au bout. Alors, je vais te Ouais, dire, en plus, là, il a créé une situation qui est carrément impossible avec son histoire de castor, parce ouais, qu'en voilà. fait, peu importe qui choisit comme Premier ministre, les autres vont tous se sentir lésés et volés, puisqu'en fait, il y a 3 blocs. Effectivement, le NFP est arrivé en termes de sièges, est Ouais. arrivé à quoi ils ont quelques sièges d'avance. Ensuite, Ouais. le bloc central, et ensuite, il y a le bloc du Rassemblement national. Mais finalement, tout le monde serait plus ou moins légitime ou illégitime, ça peut se voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, à demander un Premier ministre. Et donc, quelle que soit l'issue et le choix qu'il va faire, finalement, le chaos va être créé. Et je me demande, à 15 jours des Jeux Olympiques, Oui. si ce n'est pas même voulu, puisque si c'est trop le chaos, il y aura le recours à l'article 16 qui envenimera encore plus la situation puisqu'il lui donnera des Les pleins pouvoirs pouvoirs. Les pleins exceptionnels, pouvoirs. législatifs, exécutifs, Ouais. tout réuni en sa Judiciaire. personne, Ouais, ouais, ouais. comme il l'aime en fait. Mm. On a remarqué que c'est ça qu'il aime quand tout tourne autour de lui, le roi soleil. Et donc, c'est terrible. On est dans une situation inextricable et je pense vraiment qu'on arrive au bout. La Ve République, en fait, a été faite pour un homme exceptionnel. Ouais. Et Ouais. personne ne lui arrive à la cheville. C'était le général de Gaulle, personne ne lui arrive à la cheville. On le voit bien, je veux dire, ils se Ouais. sont tous succédés. Et puis, Ouais. c'est une pente déclinante, c'est-à-dire qu'à Ouais. chaque nouveau président, c'est encore pire que le précédent. Et donc, on voit que le costume est vraiment trop grand pour les présidents actuels. Et donc, moi j'aimerais qu'on passe à une démocratie beaucoup plus directe, en fait. On ne peut pas donner un chèque en blanc tous les 5 ans à quelqu'un qui n'aura même pas fait campagne. Donc, on ne sait pas comment il se positionne sur les choses. Et il faut que le peuple s'exprime sur des sujets concrets. On ne peut pas continuer comme ça. C'est une question que je me posais justement en préparant cette émission. Notamment, je voulais revenir rapidement sur les JO. Je me disais, mais est-ce qu'il a bien conscience qu'effectivement, dans cette situation, les JO vont être très compliqués parce qu'on voit que Sophie Binet, du moins les syndicats, notamment, appellent à la grève. Eux aussi se sont littéralement engagés en politique. Alors, j'avais l'impression que c'était pas le cas et que c'était pas le coutume. Bon, peu importe. Et les JO, c'est pareil. On va avoir une situation extrêmement mouvante. Et je me suis dit, soit il est complètement stupide, véritablement, et il n'a pas fait le lien avec les JO, soit véritablement, il s'est dit, ça va être le bordel. Et peut-être qu'à partir de là, je le lisais dans la presse la semaine dernière, que même ses conseillers les plus proches disaient qu'il était capable de tout aujourd'hui, Macron. Il était capable de tout contre tout. Et je finis là-dessus, je te laisse la parole, que même entre les 2 tours législatives, ses conseillers se sont battus pour qu'ils ne prennent plus la parole. Il paraît que ça a été un combat de tous les instants pour qu'ils la mettent en veilleuse, pour pas dire autre chose. Donc, cette histoire de JO, là-dessus, il y a un véritable doute sur Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la stratégie du chaos poussée jusqu'au bout, en fait, littéralement. Écoute, au soir du premier tour, quand il a Ouais. annoncé la dissolution, dans la foulée, j'ai tweeté immédiatement en disant on se dirige vers un chaos et ça lui servira de prétexte parce qu'il y a les JO qui arrivent et donc il faut évidemment qu'il y ait de l'ordre dans le pays. On ne peut pas recevoir le monde entier et encore, même s'il y aura à mon avis, moins de spectateurs que prévu et de touristes que prévu, mais on ne peut pas les recevoir si c'est les émeutes, le chaos, etc. Et donc, je pense que oui, c'est une option qu'il s'est réservée. Il sait que plus on avance, chaque jour qui passe, la tension s'accroît. Mais je voudrais dire sur ces conseillers, ils sont bien gentils, les conseillers, qui maintenant disent ça, mais c'est aussi de leur faute. Pendant 7 ans, ils étaient où, ces conseillers qui lui ont permis de tout faire pendant les gilets jaunes, pendant le Covid, pendant toutes les crises, de raconter n'importe quoi, qu'il est d'aller envoyer des gars à Odessa, etc. Où étaient tous ces conseillers courtisans qui finalement lui ont permis d'agir ainsi, parce que un homme seul ne peut jamais continuer comme ça. En fait, je pense qu'ils espèrent tous, tout le temps, des postes. On voit bien les remises de Légion d'honneur qui prévues pour le 14 juillet. Enfin, quand on regarde la liste,
on a bien compris qu'ils sont récompensés pour de bons et loyaux services envers le président et pas envers le pays. Enfin, c'est très net. Là, ça a été plus de 500 remises de Légion d'honneur. Ça a été avancé au journal officiel. Au lieu du 14 juillet, ça a été le 8. En fait, ça a été fait la précipitation pour bien arroser tout le monde. C'est quand même l'impression qu'on a sur ces Légions d'honneur. D'ailleurs, tu n'étais pas dans la liste, Béatrice. Je ne comprends pas pourquoi. C'est étonnant, je ne sais pas. C'est vraiment très, très étonnant. Par contre, il y avait Caroline Fourest. Il y a enfin tous les gens. Il y avait Michel Drucker aussi. Je pense que c'est la 400e. Mais à la limite, Michel Drucker, voilà. Michel Drucker, c'est autre chose. Si tu veux, c'est pas un pion politique. Enfin, en tout cas, pas de au premier plan. Par contre, des Caroline Fourest, il me semble que Elisabeth Borne va être promue aussi. Enfin, oui. Mais Mamie Vapote l'a eu. Comme ça, en plus, elle l'a attaché en pins. Elle pourra l'attacher sur sa vapoteuse à l'Assemblée, puisqu'elle y retourne apparemment à l'Assemblée. Donc, elle est réélue. Les castors ont réussi à réélire toutes les figures de la Macronie dont on pensait qu'elles allaient disparaître. C'est magnifique. Stéphane Séjourné, Elisabeth Borne, Prisca Thévenot, malgré la façon dont, a priori, elle aurait traité ses collaborateurs. Enfin, bref. Donc, oui, je pense, pour revenir à ta question, je pense qu'ils savaient très bien l'échéance parce que de toute façon, il n'y a pas d'activité parlementaire pendant l'été. Ils auraient tous été en vacances. Donc, il n'y avait pas d'urgence à dissoudre. Il aurait pu dire, voilà, on va dissoudre en septembre. On va laisser passer les JO. Là, il a créé un chaos incommensurable. Tout le monde va finir par se déchirer parce que tout le monde veut avoir son protégé, son poulain en tant que Premier ministre, et tout le monde se sent légitime à l'avoir. Donc, quand il y a un sentiment de légitimité, ça ne peut que mal finir s'il est partagé de tous bords. Là-dessus, j'aurais aimé aussi d'avoir ton avis, parce que j'ai quand même l'impression, j'en ai parlé la semaine dernière dans mon édito sur Toxin, on a l'impression quand même que l'oligarchie ne contrôle plus Emmanuel Macron. Je continue à regarder Alain Minc, qui a accordé une interview à l'Express la semaine dernière en disant notamment que quand la vie politique ou le mandat politique d'Emmanuel Macron sera terminé, il faudra qu'on s'occupe de lui. Point. Jean-Michel Apathy, Attali et consorts, j'ai quand même l'impression qu'en fait, ce gars leur a échappé. Littéralement, je pense qu'ils l'ont promu, l'ont balancé au pouvoir avec l'aide des médias, on le sait, on va pas le dire, on va pas le redire pour la 100e fois. Et que là, j'ai quand même l'impression qu'en fait, il a échappé à tout le monde, Emmanuel Macron. Il fait ce qu'il veut. Il est complètement, en roue. Mais en fait, c'est trop facile. Attali, BHL, Minc, enfin, tous ceux qui ont vraiment soutenu sa candidature et qui se commencent à se retourner. C'est trop facile. Ils peuvent pas, encore une fois, faire une espèce de braquage médiatique. Ils peuvent pas, d'un côté, promouvoir ces personnages en campagne et les pousser sur tous les médias, et à partir du moment où le personnage fait une erreur, ils le lâchent pour rester dans les bons papiers de la population. C'est trop facile. Ces gens nous ont mis cet homme à la tête de nos institutions parce qu'il a bénéficié d'une machine médiatique vraiment absolument hallucinante. Il y a eu une propagande terrible pour arriver à le faire élire, et en fait, on dit tout le temps, oui, mais les gens sont bêtes, ils ont marché. Oui, mais les gens, ils travaillent, ils reviennent, ils sont fatigués, ils allument la télé, ils n'ont pas forcément le temps et l'énergie d'aller chercher l'information à la source. Et donc voilà. Et il y a un sentiment de vouloir être validé par le groupe qui fait que personne n'ose dire des choses non politiquement correctes. Voilà, c'est tout. Et donc, ces gens qui le lâchent maintenant, c'est trop facile parce qu'ils vont nous faire le coup avec un autre au prochain tour. Donc, là-dessus, Béatrice, il nous reste encore 3 minutes. Tu as fait une vidéo, le très journaliste, ton compte Twitter, qui a excellemment bien marché, près d'1 demi-million de vues, sur l'idée même de la démocratie directe. Est-ce qu'à ton avis, toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire à un moment donné pour arrêter ce fameux braquage médiatique que tu dénonces? Est-ce qu'il faudrait le RIC? Est-ce qu'il faudrait des référendums? Est-ce qu'il faudrait changer aussi le mode de scrutin de législatif? Parce que s'il n'y avait qu'un tour, ça ne serait pas la même chose. Comment tu vois les choses, toi?
Alors, changer le mode de Ouais. scrutin, je pense que ça peut être une fausse bonne idée dans le Ouais. sens où ça limiterait, en fait, on se rapprocherait du modèle américain. C'est-à-dire que quand il y a un scrutin à un seul tour, finalement, les gens votent utile. Et donc, Ouais. tous les petits partis ne peuvent jamais, donc aucun parti ne pourra émerger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, ouais. il faut faire attention parce Ouais. que de toute façon, ils invisibilisent les petits partis d'autres façons. Donc, ils trouvent Ouais. toujours le truc, en fait. Donc voilà, Ouais. il faut pas être dupe. Mais c'est vrai que ça finira peut-être comme aux États-Unis où il n'y aurait que deux partis et tu n'as que deux choix, l'un ou l'autre. Et quand tu es comme moi, finalement, maintenant, c'est ce que je suis. Avant, j'étais plutôt démocrate, mais depuis plusieurs des dernières élections, je me retrouve sans représentation aux États-Unis parce que je me considère ni républicaine ni démocrate parce que le Parti démocrate a été un peu braqué par le wokisme, etc. Donc, c'est compliqué aussi. Donc, c'est pas forcément la bonne idée. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter de donner des chèques en blanc. Cette démocratie représentative avec des gens qui finalement ne représentent plus personne, c'est problématique. Donc, il faut consulter la population, peut-être plus comme en Suisse, où sur des grands sujets, il faut des référendums, ça c'est sûr. Il faut peut-être passer à une sixième république, mais pas forcément la sixième république que voudrait forcément Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas, réfléchir à une façon beaucoup plus consultative de la population régulièrement. Les gens, on l'a vu là au deuxième tour, se sont mobilisés massivement. Donc, quand ça les intéresse, ils votent. Et il y a des grands sujets sur lesquels il faudrait effectivement des référendums. Et même sur des sujets… Tu sais qu'aux États-Unis, moi qui vote aux États-Unis étant moitié américaine, quand tu votes pour un président, en fait, c'est un papier avec… donc déjà, il n'y a pas tous ces bulletins avec des bulletins qui manquent, enfin, et toutes les choses qu'on voit aussi pendant les élections ici. Il y a un seul bulletin avec tous les choix et on ne vote pas uniquement pour le président, mais il y a des mesures. Proposition 81, proposition 82 pour contre. Donc en fait, il y a des espèces de mini-référendums à l'occasion des élections présidentielles. Donc on voit clairement l'opinion des gens sur des sujets concrets. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus juste que ce qui se passe actuellement. Je pense qu'il faut aussi changer le modèle médiatique parce qu'il y a une propagande sur le mainstream qui est terrible. Et d'ailleurs, Paul Midi a demandé à ce que ce soit appliqué aussi sur les réseaux sociaux. C'est la fuite en avant de la censure. Donc, oui, à une démocratie beaucoup plus directe, peut-être un passage à une sixième république plus adaptée à nos politiciens avec le niveau actuel, qui sont plus comme général de Gaulle. Voilà. Mais il faut changer. Mais le mode de scrutin à un tour, c'est dangereux aussi. Attention. Voilà. Tu as raison là-dessus. Micro, dernière question. Pourquoi pas peut-être un mandat révocatoire chez les députés? Parce que quand on voit souvent qui votent quand même pour le parti et non pas pour les gens qui les ont mis au pouvoir ou qui ne sont à peu près jamais pour certains en séance, parce qu'il y a des fois, tu le sais mieux que moi, tu as assisté à des séances, notamment sur la crise sanitaire. Et parfois, ils sont 100, 120, 130 sur 577. À un moment donné, il va falloir aller en séance, messieurs, dames. Hein. Vraiment, il va falloir aller en séance un de ces jours. Il faut un quorum, mais je veux dire, même dans des assemblées générales de copropriété, il faut un minimum de présence. Voilà, c'est inacceptable que ces gens soient payés. Alors, eux, ils appellent ça des indemnités. On appelle ça des salaires. Ils jouent sur les mots, mais finalement, c'est quand même l'argent public. C'est plus possible d'avoir des consignes qui viennent des partis ou d'on ne sait où, pour qu'ils n'assistent pas à certaines séances, pour favoriser un vote qui va dans tel sens ou dans tel autre. C'est insupportable. On l'a vu notamment avec l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Les petits coups de faire un deuxième vote surprise, comme ça s'est passé aussi. En fait, il faut tout changer. Voilà. Il faut remettre les choses à plat et il faut essayer de contrer toutes ces petites magouilles qui dévoient les institutions et l'esprit de la Ve République. Franchement, c'est plus possible. De toute façon, le projet est en marche parce que Véran a été battu. Donc déjà, ça, c'est la première bonne nouvelle. Ah, ça, c'était bien.
Voilà, Olivier Véran a été battu dans sa circo de l'Isère. Effectivement, il y a eu un énorme battage médiatique sur les médias alternatifs et réseaux sociaux. En tout cas, voilà, Olivier Véran a été battu. On verra. En tout cas, merci Béatrice d'être venue ce matin sur Toxin pour cette dernière. On va te souhaiter un bon été. On va essayer que tu te reposes bien de manière à nous revenir en pleine forme d'ici la fin du mois d'août. Mais malheureusement, ma chère Béatrice, je pense que l'actualité va être intense, à mon avis. Oui. Voilà. En tout cas, bonnes vacances. Merci pour tout. Toi aussi, repose-toi et revenez en force, Toxin, en septembre. Tu peux compter sur nous, ma chère Béatrice. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Salut à toi, nous, chers amis. On continue cette matinale. Partagez, likez, restez là et parlez autour de vous. Allez, on continue. Jingle.